Bonjour tout le monde, donc je suis Cyril Badeau. Vous attendiez le beau Yann Le Borgne aujourd'hui pour le même sujet, mais je l'ai remplacé au pied levé. On va parler de concept beaucoup aujourd'hui. Donc Hervé, dans les échanges de mails, disait call Cyril et Yann au début de la présentation, parce que c'est une présentation commerciale, on va faire la présentation commerciale en premier. Je vais essayer de ne pas faire commercial, ce n'est pas le but de la démarche. Il fallait faire technique. On va faire, comment ça marche ? On va faire process. On va faire process parce que dans ce monde-là de la notion de fret intelligence et de renseignement, finalement, la technique est un peu secondaire. C'est pas compliqué la technique. C'est assez simple de connecter des choses avec des choses. Il y a plein d'outils, il y a des éditeurs comme nous et d'autres dont c'est le métier de faciliter le côté connexion technique. Par contre, la grande difficulté, c'est dans l'appréhension et l'intégration de ces nouveaux concepts. Parce que le but de la notion de fret intelligence, alors il y a plein de définitions, enfin plutôt il y a plein de non-définitions, tout le monde arrive avec son message autour de la fret intel, c'est le mot à la mode, il faut absolument en acheter. Je pense que vous avez retenu ça d'à peu près tous les éditeurs. Fret intelligence, ça veut dire renseignement sur la menace. Donc travailler sur du renseignement sur la menace, c'est mettre en place des sortes de routines. On va parler d'un certain nombre de mots qui sont liés à ce monde du renseignement. On va différencier déjà la donnée, l'information et le renseignement. Ça n'a pas rien à voir, mais ce n'est pas la même chose. Tout n'est pas du renseignement. Et puis, quand on parle de renseignement, on parle de cycle de renseignement. Et le renseignement, c'est fait pour répondre à une question posée initialement. Récupérer des flux de données et les brancher là où vous voulez, c'est en rien du renseignement, c'est juste de l'alimentation. Donc nous, on est éditeur d'une plateforme de renseignement. C'est Coluche qui disait, quand il parlait du doyen de l'université, qu'il venait vendre de l'intelligence et qu'il n'avait pas un échantillon sur lui. Ben nous, c'est pareil, on vend de la fret intelligence, mais on va vous en parler en tout cas. Mais au bout du compte, on ne vend pas du tout de feed, d'indicateurs ou de choses comme ça. On est éditeur d'une plateforme qui est là pour asseoir des process de renseignement. On va consommer des données de fret intel qui arrivent de feed externe. Mais nous, on livre une plateforme avec un savoir-faire qui est vide à la base et que vous devez remplir. Si on doit essayer de résumer ce à quoi ça sert, c'est bien souvent quand on parle d'un nouveau concept, genre la threat intel, avant de savoir où on va le mettre, ce qu'on va en faire, c'est pourquoi on en a besoin. Le renseignement, ça sert à rendre du temps aux gens. On a mis en place tous des systèmes de sécurité et des process de sécurité autour de SOC, de capacité de réponse à incidents, etc. On l'a fait avec un mode qui est très séquentiel et réactif. Aujourd'hui, on gère événement après événement qui donne des alertes, alerte après alerte. On a une procédure lorsqu'on a une exception qui s'appelle un incident. On a un début d'incident, fin d'incident, une action correctrice souvent suite à un incident qui a été géré. Et puis quand on a fini ça, on reprend au début, puis on regère des événements et des alertes. Donc c'est hyper réactif et hyper séquentiel. On a des ressources humaines qui sont limitées tous pour faire ça. Et quand la menace commence à être de plus en plus diffuse, eh bien, on commence à tousser et à peiner sur le temps humain qu'on a à disposition. Le but du renseignement, c'est sur une chaîne de défense établie, faire en sorte que tout le monde puisse faire son travail plus simplement et que tout le monde récupère du temps pour donner aux machines tout ce qui va être itératif et qui peut être fait par des machines et laisser aux humains ce qui leur appartient dans une chaîne de défense, c'est-à-dire décider. Je ne vais pas faire beaucoup de commerce, mais je fais un tout petit peu d'historique sur notre société pour que vous compreniez d'où on vient. Et c'est la seule chose qu'on pourra apparenter à du commerce. Le concept et tout est né dans le cerveau du garçon qui est en haut à gauche, qui s'appelle Ryan, qui était le patron à l'époque du Search Group de General Dynamics. Lui était basé aux États-Unis. Et à l'époque, il avait pas mal de soucis à gérer. Alors déjà, il avait, lui, des gros moyens. Il avait une quarantaine de personnes dans son département pour faire ce job, donc c'était plutôt pas mal. Et il avait des problématiques que beaucoup de grosses entreprises, qu'elles soient françaises ou internationales, vont avoir. C'est que sous lui, il y avait 14 filiales avec 14
opération de SOC ou assimilée, 14 personnes qui géraient des événements et des alertes. Chacune de ces filiales avait son propre métier, toutes les filiales n'étaient pas dans le même pays, toutes n'aimaient pas la filiale voisine non plus. Donc le premier problème qu'il avait, c'est qu'il y avait une capitalisation sur incident qui était proche de 0 au sein du groupe. La filiale 1 gérait un incident la semaine 1. Dans le cadre de ce process de gestion d'incident, il récupérait des tas d'informations extrêmement utiles. La semaine 2, une autre filiale reprenait une attaque qui était très très similaire et initiée par exactement les mêmes personnes. Mais il se retapait le travail depuis le début parce qu'on ne parle pas avec le voisin, etc. Donc lui, il a cherché à mettre en place un système qui permette de capitaliser sur les incidents. Si on a une filiale qui se fait toucher et qu'on récupère de l'info, comment tout le monde peut en profiter pour se protéger au mieux ou au moins se préparer contre cette attaque-là. Ça paraît tout bête. Pour ceux qui travaillent dans des grands groupes internationaux, ça va être super familier, parce que c'est le problème partout. Le deuxième souci qu'il avait, c'est qu'il consommait déjà des données qui venaient de flux externes. Donc on appelle ça des feeds de threat intel, j'aime pas trop le terme, mais des données externes qui lui arrivaient soit de sociétés à qui il donnait de l'argent. Donc il avait des gros moyens, il était abonné à l'époque chez des gens comme CrowdStrike, des gens comme iSight. Et ils utilisaient aussi beaucoup de flux OSINT. Et comme une partie des filiales de General Dynamics a une activité pour le monde militaire américain, ils récupéraient aussi des feeds des agences locales qui leur demandaient de faire la chasse à un certain nombre de marqueurs techniques. Encore une fois, tout ça n'était pas organisé. Tout ça arrivait en vrac, avec des formats différents. Beaucoup de rapports PDF, beaucoup de trucs à plat. Déjà, à consommer, ce n'était pas simple sur un point central, mais à consommer et à distribuer pour qu'elle soit consommée au travers de l'ensemble des 14 filiales, c'était le casse-tête. Donc lui, son idée, ça a été de dire, déjà, pour qu'on puisse travailler efficacement et commencer à capitaliser sur tout ce monde-là, il va nous falloir une bibliothèque centrale que tout le monde puisse accéder. C'est la base de tous travaux. Il a commencé par cette idée-là. Je veux une bibliothèque centrale. Et il s'est dit, dans cette bibliothèque centrale, je veux pouvoir ranger tous les feeds qui m'arrivent de l'extérieur pour les organiser comme ça fait sens pour moi. Et je veux pouvoir croiser ces informations du monde extérieur, donc du monde du renseignement, avec les informations du monde de la réponse à incident interne, là où je veux capitaliser. Et dans cette bibliothèque, eh bien, tout le monde pourra aller se promener pour aller chercher de l'information. Si j'ai un indicateur en main et que je ne sais pas quoi décider, je vais pouvoir aller voir là et on va me dire quel feed du monde externe l'a vu, quand, etc. Ce qu'on a comme info là-dessus. Et si en interne, ça a été lié à un incident dans le passé, ça me permettra de prendre la décision. C'était ça son projet. À l'époque, il n'a pas trouvé de produit qui faisait ça. Du coup, il a créé son produit en interne chez General Dynamics. Il a commencé du coup à modifier un petit peu chaque élément de la chaîne de défense. La totalité de ces process ont été un tout petit peu modifiés grâce à cette bibliothèque centrale. Et du coup, il a commencé à expliquer à ses camarades, puisqu'il est speaker à pas mal d'endroits dans le monde de la cybersécurité, il a expliqué aux gens, voilà, nous on a changé ça, notre N1 il ne fonctionne plus pareil, la réponse à incident ne fonctionne plus exactement pareil, on fait comme ci, comme ça, et il a vu que ça intéressait énormément de gens. Du coup, il s'est dit, pas bête, on va essayer de faire un peu d'argent avec ça. Et il a quitté General Dynamics pour fonder Fred Quotient au premier trimestre 2013. C'est relativement récent. Il n'est pas parti avec le produit de General Dynamics, il n'avait pas le droit, mais il est parti avec les specs en tête et il a reconstruit exactement le même type de produit, la même logique au sein de Fred Quotient. Donc le produit s'appelle FredQ et vous l'avez compris, c'est une bibliothèque. Pendant 2 ans, jusqu'à fin 2015, sa société, c'était 8 copains dans un garage avec une méthode de développement, qu'elle soit technique ou commerciale, qui s'appelle la « va comme je te pousse ». Il n'y avait rien. Il n'y avait pas de service support, il n'y avait pas de service juridique, il n'y avait pas de service commercial. C'était juste une bande de copains qui développaient le produit et qui allaient de SOC en SOC, c'est-à-dire de copain en copain, installer leur solution au sein de gros SOC américains. Il a eu un succès important parce qu'en 2 ans, ils ont installé 15 gros SOC. Mais quand je dis gros SOC, les gens qui sont intéressés à ça sont les SOC matures aux États-Unis. Donc on va avoir des grands fabricants d'ordinateurs, de téléphones, des compagnies aériennes, des gens dans la pharma, des banques, etc. Donc des grosses opérations de SOC. Et au bout de 2 ans,
il s'est fait arrêter par un gros prospect qui leur a dit « Notre équipe SOC et CSIRT adore ce que vous faites, ils veulent votre produit. Mais franchement, les gars, notre service achat, jamais il acceptera de travailler avec une boîte de 8 personnes où vous avez rien, quoi. Vous n'êtes pas organisé, vous avez rien du tout. Juridiquement, on peut même pas signer un contrat. Donc, allez chercher de l'aide, structurez-vous, devenez un vrai éditeur, et puis revenez nous voir, et puis on signera avec vous. » Ils sont partis chercher de l'aide. Pour la petite histoire, ils sont allés chercher de l'aide à côté de là où ils habitent, c'était en Virginie. La Virginie, c'est un État où il y a beaucoup d'investissements faits dans la threat intel. Il y a un fonds d'investissement de l'État de Virginie qui investit énormément dans ce domaine-là. Beaucoup de startups dans ce domaine-là, là-bas, à côté de Washington. Et ils sont allés présenter à ce fonds d'investissement leur projet en disant on voudrait 2-3 millions de dollars pour pouvoir retourner voir notre prospect avec un directeur financier, quelque chose qui tient un peu plus la route. Ils ont eu le go dans ce comité pour dire on va leur donner 3 millions de dollars, pas de problème, c'est génial ce qu'ils font. Et dans le comité, il y avait l'ancien directeur financier de SourceFire qui participait à ce comité-là, qui allait les voir à la fin en disant les gars, c'est pas 3 millions de dollars qu'il nous faut, parce que le marché, c'est pas juste la Virginie, hein, c'est un marché mondial qui est en train d'exploser. C'était à l'époque, fin 2015, où des gens comme Forrester, Gartner commençaient à présenter ce qu'allait devenir le marché de la threat intelligence au niveau mondial, qui allait clairement exploser. Donc, l'ancien CFO de SourceFire a mis dans la boucle John Zupac, qui depuis est devenu le CEO. Et John Zupac a pris ce petit groupe-là, c'est-à-dire les fondateurs, pour aller présenter le projet auprès de l'investisseur de référence de SourceFire des dernières années, qui s'appelle le groupe NIA, qui était avant l'investisseur de référence du groupe Accent, pour les plus vieux d'entre vous qui s'en souviennent. J'ai travaillé là-bas, moi, pour John Zupac à l'époque. Et NIA, qui investit en cybersécurité et dans le monde de la santé principalement, qui est un plus gros fonds d'investissement aux États-Unis, a dit nous, ça nous va. Marché qui explose dans le monde de la cybersécurité dans les années à venir. Équipe de confiance, parce que John Zupac, les anciens de SourceFire, ça fait 20 ans qu'on investit sur eux. La dernière fois qu'on a investi sur eux chez SourceFire, après 13 ans, ils ont revendu la société à Cisco pour 2,7 milliards, donc c'est un investissement qui généralement est assez rentable. Donc on vous propose de passer John Zupac CEO avec les pleins pouvoirs de cette organisation. Et nous, NIA, on fera l'investissement nécessaire pour que Threat Quotient structure ce marché et devienne leader du marché des plateformes de Threat Intel. Je m'arrête presque là. En novembre dernier, Zupac est passé CEO. Depuis, il y a eu 24 millions de dollars et demi de levée auprès de NIA pour structurer la société. Et on est passé de 8 copains dans un garage à une société globale. À l'heure actuelle, on est 75, on sera 100 à la fin de l'année. On est présent sur toute la plaque américaine. On a un bureau en Angleterre et un bureau en France où on se partage la responsabilité de l'Europe avant de démarrer d'autres bureaux, notamment en Allemagne, pour le prochain. John Zupac est allé chercher la colonne vertébrale historique de SourceFire. Chez nous, ne cherchez pas. Le VP, patron de l'engineering, patron du support, patron du commerce, patron chef produit, le chief marketing officer, enfin, tous les dirigeants de la société aujourd'hui sont les anciens dirigeants de SourceFire. Tout récemment, on a rentré un nouveau garçon au board de la société qui s'appelle Marty Roche, qui est le fondateur de SourceFire, qui est encore à ce jour employé Cisco, qui est chief architect chez Cisco Security. Il fait partie du board de notre organisation. Et il nous manquait une personne, comme le produit avait un historique très opérationnel, on parlera de ça tout à l'heure, ça vient du monde du SOC, etc. Le renseignement, c'est pas que fait pour le terrain. Le renseignement, c'est aussi fait pour l'état-major. Et il y a plusieurs types de consommation de renseignement. L'historique de la société était sur un renseignement terrain, vraiment. Et il nous manquait le côté décision stratégique. Du coup, on est allé chercher quelqu'un qui s'appelle Jonathan Couch, le gars en haut à droite, qui est un des cofondateurs de Highside Partners, racheté par FireEye il y a quelques trimestres, qui, dont le métier, avant de fonder cette société, c'était de travailler dans le renseignement, et qui est plus orienté sur un usage stratégique du renseignement. Donc il a apporté à la société ce point de vue et cette évolution de la plateforme. Des questions là-dessus? J'arrête le commerce. Vous savez qui on est? Mission accomplie. À quoi ça sert le renseignement? Alors déjà, la plateforme de renseignement et le renseignement en tant que tel, c'est pas un outil magique qui arrive et qui règle tout, en aucun cas. C'est beaucoup plus compliqué que ça, mais en même temps, c'est
une logique qui existe depuis toujours. Comme c'est le cas tout le temps, les éditeurs en sécurité n'inventent absolument rien, on fait que copier-coller les concepts qui existent déjà dans le monde réel et dans le monde de la défense. Là, c'est exactement ça qu'on fait. On prend exactement des définitions du renseignement et on les applique au monde de la cybersécurité. C'est vieux comme le monde comme concept. Si on imagine qu'on est au Moyen-Âge et je suis le patron de ce magnifique château fort, le lord local, si je prends une attaque importante tous les 2-3 ans, je vais fonctionner en mode SOC classique et réponse à incident classique. Comme je disais tout à l'heure, de manière très séquentielle et réactive. Je vais gérer mon attaque aussi bien que je peux. Une fois que j'aurai fini de gérer mon incident, je vais prendre une action correctrice. Là, mes petits gars sont en train de remonter l'aile ouest, ils vont la faire un petit peu plus haute pour que la prochaine attaque du même genre ne détruise pas complètement les créneaux. Et une fois qu'on aura fini ça, on va reprendre une vie normale et jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine attaque où on gérera l'incident qui va bien. Si je prends une attaque toutes les semaines, je vais juste arrêter de faire ça. Je vais juste m'arrêter de faire ça et je vais me poser en me disant mais qui est-ce qui m'en veut Après, ça peut être plein de gens qui m'en veulent, c'est peut-être des mauvais garçons qui sillonnent la région et ils me touchent moi comme ils touchent mes voisins d'à côté. Auquel cas, si on s'organise un petit peu, on va pouvoir éradiquer. C'est peut-être un problème plus grave, c'est le lord du château qui est à 350 km qui m'attaque régulièrement parce qu'il a décidé qu'une partie de mon territoire devait être le sien et on n'est pas d'accord là-dessus. Donc du coup, je vais peut-être pouvoir gérer ça d'un point de vue diplomatique. Dans le monde cyber, c'est pas très efficace la diplomatie, encore peu. Mais j'ai un vrai problème, et ça peut être encore pire que ça. Il se peut que je suis juste le premier sur la frontière, et en fait c'est tout mon pays qui est en train de se faire envahir régulièrement par le pays d'à côté, et j'ai intérêt de parler à mes camarades, encore une fois, pour qu'on s'organise là-dessus. Mais je vais m'intéresser à d'où vient la menace, qui est la menace. Et si la menace c'est le gars qui est à 300 km parce qu'il veut une partie de mon territoire, je vais faire des trucs tout bêtes. Je vais m'intéresser à ses capacités offensives, mais des trucs super bêtes. Je vais surveiller où ils sont. S'ils sont à 4 jours de cheval, je sais que je n'aurai pas d'attaque avant 4 jours dans mon château. C'est assez intéressant. Comme je sais d'où il vient, comment il avance, je vais peut-être changer ma stratégie de défense. Je vais mettre un poste avancé pour pouvoir travailler un petit peu mieux les incidents quand ils arrivent. Et puis, je vais étudier globalement ce qu'il est en train de développer comme capacité. Si je vois qu'ils sont en train de fabriquer des super machines en bois pour passer par-dessus mes créneaux, je ne vais pas attendre de me prendre l'attaque, je vais creuser des douves. Je vais penser ma stratégie de défense en fonction de l'évolution des capacités d'attaque de mon ennemi numéro 1. Ça existe depuis la nuit des temps. Et là, quand on pense SOC classique et séquentiel et réactif, c'est pas vraiment ce qu'on fait au quotidien. On a tous le nez dans le guidon et on n'a pas le temps de faire ça. La threat intel, c'est permettre de relever le nez du guidon et de faire ça. Pour avoir un fil conducteur, ça c'est pas académique comme représentation, je parle de la molécule, c'est ma vision à moi, mais c'est bien pour expliquer les choses. La notion du renseignement ou de la threat intel, ça commence par relier des points entre eux. C'est relier des marqueurs techniques entre eux pour fabriquer des molécules. Dans la molécule qui est formée d'atomes, les atomes sont finalement des marqueurs techniques. Et je vais avoir une molécule qui va pouvoir représenter, par exemple, une campagne d'attaque sur laquelle je vais avoir chaque marqueur qui représente quelque chose d'actionnable. Si c'est une campagne d'attaque qui vise à faire, je ne sais pas quoi, moi, de la crypto, vous demandez une rançon et que ça rentre par un faux CV envoyé aux ressources humaines, mon premier atome, c'est le faux compte LinkedIn de la fausse personne qui va envoyer le faux CV, en fait. Un peu plus loin, j'ai un atome qui va être l'email de cette fausse personne. Un peu plus loin, j'ai le hash qui correspond au fichier, et je vais reconnecter ces atomes entre eux. S'il y a eu plusieurs versions de malware utilisées, je vais avoir les différents hashes et je vais relier aussi en disant là, ça c'est un groupe de hash, on peut avoir celui-là ou les autres. Et je vais me retrouver avec une molécule qui relie l'ensemble des marqueurs techniques qu'on a pu récupérer du monde du renseignement liés à cette campagne-là, tout bêtement. Ça permet plein de choses. Hein. Ça permet, si moi, dans mon SIEM, j'ai un atome qui sonne et j'ai une alerte, d'aller voir si on n'a pas une molécule qui correspond à ça. Et d'aller regarder si ça match sur une molécule, quels sont les atomes qu'il y a autour que je devrais aller regarder dans mon infrastructure pour voir si j'ai pris l'ensemble de l'attaque. Donc ça commence par relier entre eux des marqueurs techniques. Une fois qu'on a fait ça,
on va appliquer là-dessus ce qu'on va appeler des attributs, nous, dans notre jargon, qui sont du contexte non technique. Typiquement, on va classifier ces éléments atomiques. J'ai mis un outil en haut, en bleu, que vous aurez peut-être reconnu. C'est un outil parmi d'autres. C'est ce qu'on appelle la kill chain. C'est un outil historiquement, initialement militaire, qui a été adapté par Lockheed Martin pour le monde de la cybersécurité. Ça vise à faire quoi? Tout bêtement, à classifier mes atomes dans une chaîne d'attaque. Si j'ai un truc qui sonne, est-ce qu'on a ça dans une de nos molécules? Très bien, on en a. Est-ce que c'est le début de l'attaque ou est-ce que c'est la fin de l'attaque? Je vais pouvoir aussi classifier l'ensemble de ma molécule avec d'autres choses intéressantes. C'est qui l'adversaire qui est derrière? Est-ce que ça utilise une infra qu'on a déjà vue dans une autre campagne? C'est qui les victimes? Est-ce que c'est fait pour voler de la carte bleue ou est-ce que c'est fait pour cryptoloquer les machines et demander une rançon? Est-ce que ça vise plutôt... Est-ce que l'ensemble des techniques utilisées s'appuient sur un OS en particulier qui serait faible et dont on utiliserait une vulnérabilité ou pas? Est-ce que ça cible un secteur d'activité en particulier, etc., etc. Toutes ces choses-là vont être des choses non techniques, non actionnables, mais intéressantes à attacher à ma molécule ensemble pour pouvoir prendre une décision lorsque j'ai quelque chose qui matche avec ça. Donc le but du jeu en threat intel, c'est de se construire une connaissance de molécules sur l'ensemble des attaques possibles, de manière à faire un meilleur travail de défense, tout bêtement. La bonne nouvelle, c'est que pour pouvoir se construire des molécules comme ça, des sources, il y en a plein. Ça peut être des sources open source aussi, ça peut être de l'échange entre copains. Tiens, moi j'ai ça qui a pété chez moi, j'ai vu ça, tiens, regarde chez toi si ça c'est pas quelque chose qui pourrait matcher, ça correspond à tel type de campagne. Ça peut être des PDF émis par un cercle national ou un cercle d'appartenance verticale. Ça peut être un flux d'informations pour lequel on paye chez un éditeur. Tiens, envoie-moi des indicateurs tous les matins avec un peu de contexte et je te paye pour ça. Donc il y en a partout. Rien qu'avec du gratuit, on peut en trouver plein. Si en plus on a un peu de budget, on peut vraiment se faire une base de connaissances super intéressante. Le problème, c'est que tout arrive en vrac et que il n'y a pas vraiment de standard, ou plutôt il y a des standards, ce qui veut dire qu'il n'y a pas de standard. Et comme c'est le cas dans le monde déjà de l'antivirus depuis pas mal de temps, les éditeurs ne s'accordent pas trop sur la taxonomie. Là, dans le monde de la threat intel, c'est x15 en termes de problématiques. Certains vont vous envoyer des informations en disant, bah voilà, fais attention, ça, l'adversaire derrière c'est dit Panda. Et vous avez une autre source qui vous envoie l'information en disant, Panda, nous on ne connaît pas, ça s'appelle APT28 chez moi. Il n'y a rien qui est normalisé. Et puis certains vont vous envoyer un fichier Excel, d'autres vont vous envoyer un magnifique flux Stix, d'autres vont vous envoyer un PDF, c'est la majorité des échanges aujourd'hui, débrouillez-vous avec ça. Et puis si c'est des potes qui s'échangent des emails, bah, ça va arriver à plat. Donc il n'y a rien qu'on puisse construire en termes de process à partir d'informations aussi diffuses. Et c'est le problème aujourd'hui de la threat intel. C'est que vous en consommez déjà un maximum. Moi j'ai une question. Donc. Je t'en prie. Une IOC, c'est dans la présentation, c'est un marqueur ou un attribut ou autre chose? Alors un indicateur de compromission? Oui. C'est un atome, c'est un marqueur. Indicateur égale marqueur. Donc une IOC, dans cette présentation, c'est un marqueur. C'est un marqueur, c'est un atome. C'est pour un IOC, c'est un marqueur. Le marqueur, c'est le nom français AMSI de l'IOC dans la littérature du site de l'agence. Mais oui, on peut dire un IOC là. C'est un indicateur de compromission. Nous, on va appeler ça un indicateur dans le produit, c'est son nom. En français, j'essaie de franciser en disant marqueur. Mais, donc, les sources qui vous envoient des marqueurs sont multiples et tout arrive en vrac. Donc, le besoin, enfin, l'idée première de Ryan quand il a créé sa solution, c'était de dire il ne se passera rien tant qu'on n'aura pas tout de rangé dans une bibliothèque. On a des IOC dans tous les sens. Il faut qu'on ait une bibliothèque pour que n'importe qui dans la chaîne de défense, comme c'est le cas dans les bonnes bibliothèques, puisse chercher avec 2-3 mots-clés et récupère exactement l'information dont il a besoin. S'il faut qu'il se tape tous les rapports PDF qu'on a reçus depuis 3 ans pour regarder si l'IOC est dedans, ça ne va pas marcher. S'il faut qu'il aille sur 15 fichiers Excel qui sont même pas centralisés, mais chacun a le sien, ça ne va pas marcher. Aujourd'hui, c'est ça le quotidien. Aujourd'hui, les analystes dans la chaîne de défense, ah tiens, moi j'ai mon fichier ici, je le remplis, toi tu as un autre truc, moi je regarde sur Internet. Voilà, l'idée c'est de normaliser les choses et de les mettre dans une bibliothèque. Donc, faire un peu de technique, ou du moins de concept technique. Le comment,
Donc nous, on est le gros rhino au milieu, et on est une bibliothèque. Notre job, c'est de stocker dans cette bibliothèque l'ensemble des molécules formées d'indicateurs de compromission qu'on peut trouver sur l'extérieur. Avec ça, on ne fait pas grand-chose. La solution, c'est du logiciel qu'on installe localement. Il n'y a rien dans le nuage, c'est pas chez nous. C'est vraiment un logiciel qu'on installe dans les opérations de défense. Soit chez vous, soit chez votre partenaire certifié pour vous apporter le service de surveillance ou de réponse à incident, mais en aucun cas chez nous, parce qu'on est américain et basé à côté de Washington. Donc dans ce monde du renseignement, on va distinguer 3 objets. C'est peut-être le plus important de tout ce que je vais vous dire. D'abord, les données. Des indicateurs qui vous viennent de feed, de source, c'est de la donnée. Ça peut être riche ou pas, ça peut être contextuel ou pas, mais c'est de la donnée qui vous arrive d'une source. Des données, assez classiquement, on va en consommer, on va recevoir, dès lors qu'on est connecté à quelques fluosynth, insert et peut-être un truc payant, on va en récupérer quelques milliers par jour, des indicateurs de compromission. Ça devient de l'information lorsqu'on a rangé les données dans une bibliothèque en étant capable de les trier sur des points d'intérêt. Point d'intérêt, c'est dis-moi tout ce qu'on a sur tel pays en cible. Dis-moi tout ce qu'on a, quelles que soient les sources dont je les ai récupérées, sur la campagne Loki de tel trimestre sur tel territoire. Ça vient de plein de sources différentes, il y a plein de données qui me sont streamées tous les jours, mais dans ma bibliothèque, j'ai moyen d'aller voir ce qu'on a en ce moment là-dessus et de croiser les sources avec des mots-clés qui font sens pour moi. Ça peut être, donne-moi sur telle campagne d'attaque tout ce qu'on a en termes de CNC, parce que ça a été classifié au sens de ma kill chain de tout à l'heure. Voilà. De l'information dans une bibliothèque avec des tas de molécules, c'est absolument pas du renseignement. Tout simplement parce qu'on a des millions d'indicateurs dans une bibliothèque comme ça. Et si ces millions d'indicateurs, on les prend et on les donne à n'importe qui dans la chaîne de défense, il s'étouffe, que ce soit une machine ou un humain. Ça devient du renseignement lorsqu'on va isoler une partie de l'information dans la bibliothèque pour la distribuer à un acteur de la chaîne de défense de manière à répondre à une question précise. C'est ça la définition du renseignement. Ça ne vient pas du cyber, c'est vieux comme le monde. On a une base d'infos, quand on isole des choses pour la distribuer et répondre à une question, ça devient du rance. Alors concrètement, on va brancher des sources pour pouvoir enrichir la bibliothèque, et dans le monde du renseignement, on a 3 types de sources. Alors, on a d'abord les sources externes. Les sources externes, elles peuvent être gratuites, payantes, verticales, super contextuelles ou pas du tout, super riches ou pas du tout, peu importe, c'est des sources externes qui viennent nous alimenter la base de données centrale. Par défaut, quand on démarre un process de renseignement, quel que soit l'argent qu'on a dépensé pour la source externe, on va considérer que le niveau de confiance sur cette source externe est faible. Il va falloir qu'on en mesure l'intérêt pour nous pour changer d'avis sur le niveau de confiance d'une source. Pour autant, toutes les sources ont un intérêt, y compris des sources de niveau de confiance très faibles qui vont rester très faibles. Exemple très technique, j'ai pas confiance dans ce que les copines de ma sœur me disent. Si elles sont 10 à me donner la même info, je tiens un truc. C'est tout bête. Donc même des sources avec un niveau de confiance faible peuvent générer un point de démarrage de cycle de renseignement. Ces sources-là, elles m'envoient des incréments, des morceaux de molécules au quotidien. Elles m'envoient des incréments sur l'ensemble des possibles en termes de menaces. Est-ce que tout ce qu'elles m'envoient m'intéresse? Surtout pas. Une petite minorité des informations, enfin des données que je récupère dans l'ensemble de mes sources vont avoir un intérêt pour moi. Je vais avoir des updates sur l'ensemble des possibles dans le monde de la menace. Là, il y a des menaces qui m'ont jamais touché, qui me toucheront jamais et dont je me servirai jamais. Mais il faut que ça rentre dans la bibliothèque parce qu'on n'a aucun moyen a priori de savoir ce qui va m'intéresser de ce qui va pas m'intéresser. C'est la grande problématique de la threat intel. Donc on va prendre ces incréments, on va les mettre dans la bibliothèque et puis on va la ranger aussi intelligemment qu'on puisse. C'est très basique, hein. C'est je reçois un package de 50 indicateurs sur Deep Panda, je reçois un autre package qui n'a pas de nom qui m'arrive d'une connexion sur un OSINT, etc. en me disant voilà,
ces 50 autres, ils font du sens entre eux, c'est une seule campagne. Et puis, entre les deux, je vois qu'il y a 15 marqueurs 15 indicateurs, pardon, qui sont les mêmes. Bon, bah, ça doit parler de la même chose, je vais les mettre dans la même étagère. C'est aussi basique que ça, le rangement a priori. D'accord ? Et on va mettre ça dans la bibliothèque. Et on verra ce qu'on en fait après. Deuxième type de source qu'on utilise dans le monde du renseignement, c'est un service de renseignement ami. Dans le monde réel, vous voyez ce que c'est. Dans le monde cyber, c'est une communauté de partage, qu'elle soit organisée par un CERT ou qu'elle soit organisée juste par une communauté MISP. Je pense que vous savez tous, connaissez tous la plateforme MISP. C'est une plateforme d'échange de marqueurs, on va dire ça comme ça, qui structure les échanges entre les CERT en Europe, beaucoup. Pas trop ailleurs, mais en Europe, c'est le cas. Et puis, de plus en plus, on voit des communautés MISP qui se mettent en place entre verticales ou copains, quoi. On est 5 copains à bosser dans des opérations de réponse à incident. On se met un MISP entre nous 5 et on s'échange des choses entre nous. Le plus je maîtrise ma communauté de partage, le plus je vais avoir confiance dans ce que je vais récupérer de cette communauté. Le plus je décide de ce que je mets dans le tuyau en termes de partage, le meilleur sera la confiance. L'idéal, c'est dans une communauté de partage MISP, de n'échanger que des choses qui correspondent à des tickets d'incidents réels qu'on a vécu dans notre organisation. Auquel cas, on envoie de l'information intéressante. Si moi je suis dans votre communauté de partage et je commence à mettre dans le tuyau MISP tout ce que je trouve sur Internet, je vous pollue et je retombe dans la première catégorie. Vous allez devoir vous poser des questions du niveau de confiance que vous mettez dans ce que je vous envoie, parce que le niveau de confiance va être très important dans la plateforme. Ça correspond plus à l'ensemble des possibles en termes de menaces envoyées par incrément. Ça correspond à des incréments sur l'ensemble des zones d'intérêt de mes camarades ou l'ensemble des choses qui ont sonné chez mes camarades. Si je choisis bien mes camarades, ça va être extrêmement intéressant comme information. Dernière source qu'on utilise dans le monde du renseignement, c'est le retour de la défense. C'est la seule source dans laquelle on a 100% confiance. C'est le retour de ce que nous, on a pu voir. C'est ce que, dans le monde réel, aujourd'hui, si on prend le système de fonctionnement français, on pourrait mettre dans cette catégorie la notion de fiche S. Une fiche S, c'est quoi ? C'est une capacité d'itération et de retour du monde réel. On va dire aux services de douane ou de police, etc., si vous croisez ce gars-là, dont on a une fiche S, vous ne l'arrêtez pas, mais vous me remontez l'info en me disant à quelle heure il est passé, puis vous essayez de prendre la photo du gars qui était assis à côté, la voiture dans laquelle il était, et vous m'envoyez du contexte autour de ce gars-là. C'est juste pour enrichir le renseignement, une fiche S. C'est fait pour ça. La procédure fiche S quand on est policier ou gendarme, c'est surtout, faut pas qu'on ait l'air de gérer une fiche S. Là, c'est exactement la même chose. C'est du retour du monde réel. Et l'exemple parfait dans le monde de la cyber, c'est un ticket d'incident. Je disais tout à l'heure, un incident, c'est une exception qu'on doit gérer dans notre process réactif de SOC. Dans le monde du renseignement, l'incident, c'est la super opportunité pour initier un cycle. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre d'avoir un incident. On a une bibliothèque qui est remplie avec plein de choses. On sait que la majorité, on l'utilisera jamais, mais on l'a rangée. Et puis, on attend qu'il y ait quelque chose qui sonne d'un point de vue incident. L'incident est traité. L'équipe qui traite l'incident va s'amuser avec un certain nombre d'outils. Déjà, ils vont être appuyés sur un outil de ticketing, généralement. On va s'interfacer avec. Et puis, ils vont jouer avec une sandbox, pas la sandbox périmétrique qui est sur la gateway mail, mais celle que eux, ils utilisent au niveau N3 pour se donner une idée assez précise des samples sur lesquels ils bossent. Eh bien, on va se connecter sur cette sandbox-là pour récupérer régulièrement tout ce que l'équipe de réponse à incident a joué dedans. Et là, on va récupérer généralement 4-5 marqueurs ou indicateurs de compromission. On a eu une attaque type qui est rentrée en mode spearfish, on a des infos sur le mail, on a le hash du fichier qu'on a joué. Dans le rapport de la sandbox, ça nous donne une ou deux IP d'infra, un ou deux CNC, enfin voilà, grosso modo ce qu'on a au départ. On va prendre ces 5 éléments-là et on va créer une nouvelle étagère dans la bibliothèque en disant ça, je le mets en haut, j'en ai 5 indicateurs, et ça, j'appelle ça mon adversaire à moi numéro 1. Pour l'instant, on ne sait pas où il habite, on ne sait pas qui c'est, mais on sait que ça a généré un ticket d'incident, c'est que mon adversaire à moi numéro 1. À partir de là, on va faire un truc tout bête, on va dire à la plateforme, et c'est l'équipe de réponse à incident qui fait ça, on va dire à la plateforme, ok, sur ces 5 incidents-là, hop, avec les 5 indicateurs, qu'est-ce que tu as à m'apporter? Et les 5 vont devenir immédiatement 50 indicateurs. Parce que le hash qu'on avait
et qui nous a donné 1 ou 2 CNC, dans la bibliothèque, ce hash, il est attaché à 15 autres CNC qui ont été vus ailleurs dans le monde. Et les 2 CNC qu'on a trouvés, dans la bibliothèque, il y a 28 autres variantes du malware avec autres hash à regarder et à intégrer. Et en fait, juste par croisement de, tiens, tu as des trucs liés entre eux, on va se récupérer une molécule beaucoup plus grosse, et on a 50 marqueurs à disposition. On n'a toujours pas fait de renseignement. C'est toujours de la gestion de l'information à disposition. Du coup, avec ces 50 marqueurs, l'équipe de réponse à incident, elle va renvoyer ça dans le monde réel, et elle va dire, déjà, je vais parler avec mon SIEM en disant, nous, on a matché, on a eu une alerte qui a donné un incident, génial, mais notre matière première, c'est 5 marqueurs. Là, j'en ai 50, je vais renvoyer au SIEM pour lui dire, tu me fais un test rétroactif sur 3 mois pour voir si on n'aurait pas raté des variantes dont le renseignement nous dit que c'est une attaque probable aussi. Donc on va pouvoir un petit peu mieux scoper et travailler sur la partie SIEM. Et puis ces 50 indicateurs de compromission que j'ai dans ma nouvelle étagère, ils sont tous consommables par ma sécurité périmétrique. Les IP, je peux les envoyer à mes firewalls. Il y a des choses que je peux envoyer à ma gateway mail. Il y a des choses que je peux envoyer à mon IPS. Je vais faire clic droit en disant ça. Je le pousse pour le publier et que ma sécurité périmétrique puisse l'utiliser de manière à se durcir sur les variantes connues liées à l'incident qu'on vient juste de subir. On n'a toujours pas fait de renseignement. C'est toujours de la gestion réactive de l'information. Mais c'est déjà super puissant, parce qu'on va gagner du temps en termes de réponse à incident. Ça devient du renseignement quand on dit maintenant on a une routine. Si ma molécule, mon adversaire à moi numéro 1, elle grossit grâce à des choses qui m'arrivent de la gauche, je veux automatiquement streamer sur la droite. Tous les matins. Tous les matins, je veux envoyer les nouvelles IP qu'on a chopées par le renseignement vers mes capacités de blacklist extérieure. Et même si je ne l'aurais pas fait a priori parce que ça vient de source pas super confiance, etc., là, c'est lié à ma molécule initiale, c'est lié à mon incident que j'ai eu. Donc, je veux pouvoir streamer vers la droite. Et je veux aussi pousser ça vers mon SIEM, peut-être pour faire du rétroactif, mais surtout pour dire, si tu as un truc là qui sonne, que moi je t'envoie en incrément tous les matins, tu prends une autre fiche réflexe, c'est lié à un incident qu'on a déjà eu, tu perds pas de temps, tu m'escalades ça directement et ça va être traité par le N3. Le but du jeu, c'est de changer les process de tout le monde pour que les machines s'auto-alimentent de ce qui fait sens lié aux incidents qu'on a eu hier et que les hommes prennent des décisions plus vite parce qu'il n'y a pas besoin de refaire la moulinette complète. Si c'est lié à un incident qu'on a eu hier, de près ou de loin, ça doit être escaladé et traité de manière différente. C'est le process de base du renseignement utilisé de manière opérationnelle, mais finalement, comprendre cette itération-là, c'est la base de la consommation de la threat intel. Alors aujourd'hui, il y a plein de gens qui arrivent avec différents discours en disant « Nous, on vous propose un flux de threat intel. On est éditeur hyper sérieux. Prenez mon flux de threat intel, branchez-le dans votre SIEM. » Résultat, ça va être sapin de Noël, parce que ce flux de threat intel, il n'y a qu'une minorité des choses qui vous envoient qui feront du sens pour vous. Et il n'y a aucun moyen, a priori, de savoir ce que c'est. Alors vous pouvez le découvrir avec vos forces vives opérationnelles qui traitent de l'événement et du faux positif, mais ça va juste vous décourager sur la threat intel. L'idée, c'est de commencer à consommer des choses dans le monde réel seulement suite à des itérations, donc à des cycles de renseignement qui répondent à une question précise. Là, ma question précise, c'est est-ce qu'on a des trucs qu'on peut utiliser liés à l'incident qu'on a eu hier pour faire un meilleur travail en termes de défense? Ça, c'est une question précise. Et ça, c'est une centaine d'indicateurs qu'on peut envoyer qui sont consommables aussi bien par les hommes que par les machines. Des questions là-dessus? Tout ce qui est sorti pour envoyer sur tous les équipements périmétriques. On parlait tout à l'heure du fait qu'il y avait 10 000 formats différents. Au niveau des équipements périmétriques, chacun a sa propre compte, chacun a sa propre manière d'interpréter ces données. Comment est-ce que vous sortez tout ça? Ça, c'est notre job, en fait. Nous, notre job, c'est... nous, on livre la plateforme au milieu, avec les capacités de normaliser. C'est vous qui normalisez, vous décidez de comment vous voulez gérer votre structure de données. Et nous, on livre les connecteurs à gauche, les connecteurs à droite, les connecteurs au-dessus. C'est-à-dire que notre métier, c'est d'avoir un connecteur pour telle version d'IPS, de tel vendor, etc., etc. Et on a des centaines de connecteurs. Et tout ça est basé sur une API REST. Si y a un produit qu'on n'a pas encore dans la liste, il suffit de nous le demander et il va être intégré super vite. On le fait en développement pour le POC, et puis après on l'intègre à l'ingénierie pour qu'il soit livré automatiquement, ce qui permet aussi d'intégrer des outils sur lesquels vous ne voulez pas forcément partager avec nous. Il se peut qu'il y ait des besoins d'intégration d'outils custo, aussi bien en sortie qu'en réception de sources.
C'est possible, c'est tout basé sur une API REST. J'ai passé très vite, mais la partie enrichissement, on a typiquement dans la plateforme, on va pouvoir appeler un domain tools, un virus total, des choses comme ça. Ces connecteurs sont intégrés aussi. C'est-à-dire que ça communique directement avec mes équipements et j'ai pas besoin de manuellement aller, par exemple, bloquer des IP dans mes firewalls et bloquer tout le site. Alors, ce qu'on va faire, c'est mettre en place un cycle de renseignement. Dans la pratique, on va rarement pousser des choses sur une sécurité périmétrique. On va publier, mettre à dispo pour que la sécurité périmétrique vienne chercher et implémente le complément de détection qu'on lui donne. Maintenant, il y a des cas où on peut pousser. Nous, on va gérer la moulinette ici, qui fait que par rapport aux incidents qu'on a vécu jusque-là, on va tous les matins sortir une liste d'IP publiée en disant « Messieurs de l'infra, venez chercher ici, tous les matins, on vous donne un truc tout frais qui correspond à ce que le renseignement a trouvé lié aux incidents du dernier trimestre. » Et nous, on le livre en format qui est intelligible par la machine en question. Il y a un Blue Code de l'autre côté, on livre un truc que Blue Code peut avaler. Il y a un Palo Alto, on a un connecteur Palo Alto, etc., etc. C'est la publicité. Oui, mais par exemple, il y a un rançon logiciel qui est en train de se déployer à vue d'œil. En désassemblant, on a détecté des adresses IP, etc. Et on veut les bloquer. Alors, tout ce qui est... L'homme peut bypasser le process. C'est-à-dire qu'on a... Le but du jeu, c'est quoi? C'est d'avoir de cycle en cycle, d'installer des process pour qu'il y ait des publications tous les matins. Maintenant, dans le cadre du quotidien de l'équipe de défense, tu peux bypasser en disant, tiens, ça, hop, je prends tout ça, et c'est direct en publication maintenant. Après, je dis, tous les matins, on met à disposition. Votre process, ça peut être de dire, on met toutes les 30 minutes à disposition. C'est juste du paramétrage. Mais l'humain peut dire, tiens, cet ensemble-là, moi, je le mets à dispo maintenant. Le process l'aurait pas fait tout seul, mais suite à mon analyse, moi, je décide que ça part à droite. C'est ça l'idée. Et c'est pareil, c'est comme ça que ça fonctionne dans le monde réel, en fait, le renseignement, tout simplement. Donc, j'ai presque fini. Déjà, c'est tard. Presque fini. Il y a vraiment 3 types de consommation du renseignement. Pareil, ce sont des définitions qui viennent du monde du renseignement, hein, pas de chez nous ou d'autres. Le premier, c'est la consommation tactique du renseignement. Ça paraît tout bête, mais c'est peut-être la meilleure, la plus visible des valeurs ajoutées. C'est juste le fait de dire, si j'ai mon niveau 1 qui ne sait pas trop quoi faire sur un incident, une alerte qu'il a à gérer, eh bien, il va dans la bibliothèque regarder ce qu'on en connaît. Et on va lui dire si ça a été vu, par qui ça a été vu, etc. Et on va lui dire si c'est lié à un incident qu'on a eu dans le passé. Et ça se traduit, pour nous, on a typiquement un plugin Chrome. Le gars, il est dans son interface de SIEM, eh bien, il utilise son plugin Chrome pour dire, tiens, tel IP, le renseignement, il en pense quoi? Ça va taper la plateforme centrale qui lui dit, attention, ça, on a tout ça. Clairement, fiche réflexe, tu dois passer au niveau au-dessus. Donc, le simple fait que tout le monde puisse avoir accès à une information, c'est pas du RANS, hein, c'est l'information consolidée. À chaque fois qu'il y a des cycles, ça s'enrichit énormément. Ça permet à tout le monde de gagner du temps. Je vais faire un tout petit peu de pub pour sur les assises de la Sécu. Il y a eu un retour d'expérience de ce monde-là qui a été fait par l'équipe de Airbus Defence and Space, des gens de qui on est assez proches et des potes aussi de David Bisol qui est venu il n'y a pas longtemps vous présenter ça. Et eux, ils ont mesuré que dans leur chaîne de défense, avec une année de process modifiés comme ça, ils ont juste réduit de 30% tous les temps de traitement de l'ensemble de la chaîne. Traitement des incidents, traitement des alertes, traitement au quotidien, l'ensemble de la chaîne, 30% de gains en temps de traitement. Juste parce qu'ils ont capitalisé, et quand les gens ne savent pas, ils vont voir dans la bibliothèque, et si ça a déjà été fait, ils ne refont pas le truc. C'est tout bête. C'est vraiment hyper basique. Opérationnel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. L'opérationnel, c'est d'automatiser une publication vers les outils de défense, d'envoyer des IP à blacklister, ou de donner au SIEM des choses à prioriser pour qu'on gagne du temps à ce niveau-là. Et puis enfin, stratégique, c'est le Graal, mais ça devient très vite possible dès lors qu'on a les itérations dont on parlait tout à l'heure qui se mettent en place. Et plus on a d'itérations, plus on a de cycles de renseignement, plus on a notre base qui s'enrichit. En fait, si j'ai toute ma base ici,
avec des millions d'indicateurs, et à chaque fois que j'ai des itérations qui se font comme ça, j'ai un sous-ensemble de ma base qui commence à devenir le reflet de mon monde réel au travers de cette base. C'est ma problématique à moi. Donc, le plus il y a d'itérations, le plus elle est riche, cette partie-là de la base de données qui correspond à mon retour du monde réel. Une fois qu'on a ça en place, ça devient très intéressant de faire du stratégique. Et là, les questions qui vont initier le process, c'est de dire... il n'y a rien de plus chiant que de reporter les activités d'un SOC. On a eu tant d'événements, tant d'incidents critiques, tant de traitements, voilà. Il nous faudrait 54 plus l'année prochaine pour un demi EPS. Ça intéresse personne. Là, l'idée, c'est de dire, très bien, on va regarder tout ça avec un œil différent, qui est l'œil du monde du renseignement, de dire, on a eu tant d'incidents critiques, très bien, mais 80% de mes incidents critiques sont liés à 2 adversaires récurrents et une campagne nationale qu'on a pris l'année dernière. Campagne nationale, on a bien fait le boulot, parce que les copains avec qui on collabore sur MISP nous ont donné des infos assez vite, ça s'est bien passé. Premier adversaire récurrent, on le gère assez bien. Dernier adversaire récurrent, qui génère une grosse partie de notre risque, on le voit super tardivement, on est mauvais là-dessus. Donc la question, ça va être qu'est-ce que je peux faire pour améliorer ma capacité de défense face à tel adversaire? Quelles sont ses techniques? Qu'est-ce qu'il utilise, etc. Et au bout du compte, ça va servir à quoi? Ça va servir à dire peut-être que l'année prochaine, le projet, c'est pas de changer toutes mes gateways mail web dans le groupe comme je l'avais prévu, parce que ça va pas apporter grand-chose. Peut-être qu'il me faut juste une capacité de pouvoir consommer des règles OpenIOC, parce que j'étais pas capable de le faire, ou des règles Yara à un endroit en particulier, parce que si on savait faire ça d'un point de vue défense, le renseignement nous permettrait de détecter ces gars-là vachement plus vite. Et aujourd'hui, ils utilisent ça. Ou peut-être que mon projet l'année prochaine, c'est juste de faire une grande séance de nettoyage sur la façon dont on gère l'Active Directory, parce que c'est clairement là qu'on pêche, et à chaque fois, c'est comme ça qu'il nous a. Donc c'est de regarder, c'est mon château fort, comment on va penser notre défense l'année prochaine en fonction du travail qu'on fait bien ou pas bien face à l'adversaire principal qu'on a. C'est tout bête. Du coup, c'est au service de la gestion de risque et de l'analyse de risque, et c'est au service de la planification stratégique. C'est quoi les projets l'année prochaine? Expliquez-moi pourquoi on va faire ça. Et le renseignement sert à ça. Si on n'a pas fait d'itération avant, si on n'a pas une base centrale, etc., on n'a pas beaucoup d'infos pour pouvoir le faire. Mais si on a fait les étages d'avant, on va très vite pouvoir utiliser ça et ça devient un outil pour le CSO. Et c'est pour ça que je disais en intro qu'on a intégré dans notre équipe Jonathan Couch, qui vient de ce monde-là, pour nous apporter ce côté analytique qui permet d'en faire une solution qui intéresse aussi les CSO. C'est mon dernier slide. La question qu'on a tout le temps, c'est « Ok, super, bon, la plateforme de Threat Intel, à partir de quel moment il faut qu'on l'utilise parce qu'on ne sait pas si on est assez mature pour faire de la Threat Intel, etc. etc. » La Threat Intel, ça ne va pas vous régler vos problèmes. Hein. La Threat Intel, c'est un concept qu'on intègre pour changer un petit peu les process qu'on avait l'habitude d'avoir avant. Donc à partir du moment où on commence à gérer des alertes et des incidents, c'est le moment de mettre en place de la Threat Intel une plateforme de renseignement. On ne va pas avoir du jour au lendemain la totalité des capacités et la capacité de faire du strategic planning avec ça, mais on va déjà pouvoir structurer les choses. Et déjà, dès qu'on a des opérations de SOC, d'avoir Threat Intel, ça permet de bénéficier de tout le côté purement opérationnel, tactique dont je parlais tout à l'heure, et d'avoir un langage commun, un endroit où on colle tous les trucs. Dans la plateforme, dans toutes les plateformes d'ailleurs, hein, pas que la nôtre, il y a une partie où chacun des utilisateurs qui viennent chercher des infos, s'ils pensent que ça peut aider, vont enrichir en mettant une note, en disant « Tiens, ça, on l'a vu machin, on l'a vu 4 fois, bidule ». Ça va permettre déjà, quand on part d'un niveau réactif, de normaliser la façon dont on gère la menace et dont on partage des informations sur la menace sur toute la chaîne. Alors qu'aujourd'hui, vous avez 3 gars dans un SOC, vous leur demandez comment ils bossent, ils ont 3 méthodes différentes et 3 outils différents, c'est sûr. On passe au proactif quand on commence à avoir l'itération qui permet de dire tous les matins je publie des IP à blacklister. Là on est proactif, hein. On a pris une fois une claque, on veut se prévenir sur les variantes qu'on pourrait arrêter, on utilise la Threat Intel pour pouvoir faire ça. Et puis on devient adaptatif quand on commence à penser les projets de l'année prochaine en fonction de ce qu'on fait pas bien face à un groupe d'adversaires qu'on a clairement identifié comme étant notre plus grosse menace. On n'a peut-être pas encore leur nom, là où ils habitent, qui ils sont, machin, mais on voit leur technique, comment ils nous attaquent, le calendrier d'attaque, etc. Ça suffit largement pour commencer à faire du strategic planning. Et après, on peut dire, ben, je vais appeler un service spécialisé pour qu'il me donne de l'info précise sur cet adversaire-là. Et là, c'est le Graal et on est sur le top du top de la Threat Intel. Donc la Threat Intel, ça sert à grandir en termes de process,
uniquement à ça, à grandir en termes de process pour que vous ne soyez pas bloqué par le temps que vos gars n'ont plus, mais pour leur rendre du temps pour prendre les vraies décisions et modifier un tout petit peu vos process à chacun des niveaux pour que ce soit plus efficace et que les machines fassent ce qui peut être fait par les machines et que les hommes fassent ce qu'on attend d'eux. Voilà pour la partie conceptuelle de la gestion de fret Intel. Bon, c'était pas technique. Est-ce que vous avez des questions? S'il me reste du temps.